Tu as enfilé ta jolie parka beige, tes instruments sont soigneusement emballés, et ton billet d'avion pour l'Arabie Saoudite est réservé. Tu sais ce que cela signifie, n'est-ce pas? Et non, tu n'as pas été choisi pour jouer dans le remake de Dune. Cela signifie simplement que tu es prêt à partir explorer les plus grandes contrées désertiques de notre monde, dans l'espoir de découvrir quelques secrets préhistoriques sur nos ancêtres. Soyons clairs. Si tu pensais que les déserts étaient des espaces vides, détrompe-toi. Ils ont beau être remplis de sable à perte de vue, ils n'en sont pas moins chargés d'histoire. Tu sais, parce qu'avant que les hommes ne se rassemblent dans des villages, nous étions des peuples nomades. Nous arpentions le monde à la recherche de nourriture, d'eau et d'abri. Il nous a donc bien fallu concocter une ou deux inventions intéressantes pour survivre. Comme cette chose trouvée dans le désert d'Arabie Saoudite. As-tu une idée de ce que cela pouvait être? Pendant de nombreuses années, les scientifiques ont débattu de l'origine et de l'usage d'énormes structures pareilles à celle-ci. Il semble que nos ancêtres néolithiques étaient bien plus intelligents que nous ne le pensions. Ils ne passèrent pas leur temps autour du feu à tailler des armes dans la pierre. Non, ils exerçaient aussi leur talent d'architecte. Ces immenses structures de pierre sont appelées des desert kites, autrement dit, les cerfs-volants du désert. Parce que si tu les regardes de loin, elles ressemblent, à des cerfs-volants. Les archéologues s'accordent à dire que ceux-ci servaient à attirer les animaux. Ainsi, nos ancêtres pouvaient plus facilement s'assurer une abondance de gibier au fil de la semaine. Mais ce n'est pas tout. Regarde plutôt la paroi de cette caverne. Elle nous montre que nos ancêtres ont probablement esquissé sur la roche le plan de ce qu'ils prévoyèrent de construire au sol. Tout comme les architectes d'aujourd'hui. Les desert kites pouvaient s'étendre sur des kilomètres de long. C'est pourquoi il fallait bien en tracer un plan avant de les construire. Le plus surprenant, c'est que ces structures semblent encore plus vieilles que ne l'est Stonehenge. On parle de 7 à 9 000 ans. Au cours de la dernière décennie, les scientifiques ont pu identifier plus de 6000 desert kites disséminés du Moyen-Orient jusqu'au cœur de l'Asie. Si tu ne trouves pas cela énorme, essaye de construire quelque chose d'aussi grand, sans l'aide d'aucun drone. Il semble que ce soit un exploit assez difficile à réaliser. Et apparemment, le désert d'Arabie est rempli de choses encore plus étonnantes. Des scientifiques y ont découvert de mystérieuses structures, plus anciennes que les pyramides égyptiennes de Gizeh. Alors bien sûr, tu as hâte d'aller voir ce qu'il en est. Nous sommes tous d'accord pour admettre que charrier de lourdes pierres, dans le but de construire une pyramide, et ce, sans l'aide de la moindre technologie moderne, semble déroutant. Je veux dire, comment diable ont-ils fait? Imagine maintenant que tu reviennes plusieurs milliers d'années en arrière et que tu retrouves les hommes qui ont construit ces gigantesques structures dans les régions les plus désolées. Jette donc un coup d'œil à ces moustatils. Il s'agit de structures rectangulaires construites à partir de pierres empilées et éparpillées sur une superficie de 200 000 km². Certains archéologues pensent que ces monuments étaient utilisés à des fins rituelles. Des processions, peut-être, où les pèlerins se rendaient d'un bout à l'autre du plateau. Passons maintenant à une autre zone désertique. Nous pénétrons dans le célèbre désert du Sahara. N'est-ce pas magnifique? Ici, tu es sur le point de trouver la réponse à un mystère ancien que les chercheurs ont mis des années à résoudre. Fait notable, le désert du Sahara est le plus grand désert chaud du monde. Il s'étend sur 8 à 9 millions de kilomètres carrés, ce qui représente environ 15 fois la France. On précise que c'est le plus grand désert chaud, parce que la plus grande zone désertique du monde n'est autre que l'Antarctique. Mais nous savons tous que les températures y sont glaciales, ce qui est un peu aux antipodes de l'image que l'on se fait d'un désert. Au fin fond du désert, près de la ville algérienne de Fogaret-Ezouat, quelque chose d'étrange a été découvert. Depuis des décennies, ces petits points ne cessèrent d'apparaître sur les images de Google Earth, mais personne ne pouvait expliquer de quoi ils retournaient. Certains scientifiques étaient persuadés que ces cercles étaient le résultat de l'activité pétrolière dans la région. D'autres pensèrent qu'il s'agissait d'anciennes fogaras, autrement dit d'anciens puits. On en compte des dizaines, s'étendant en ligne droite sur des kilomètres et des kilomètres. Mais ce qui est étrange, c'est qu'elles sont toujours très éloignées de toute ville, de toute route ou de toute activité humaine en général. Quelle était, ou quelle est peut-être encore, leur raison d'être? Si tu devais deviner, qu'en dirais-tu? Tu te souviens que nous avons parlé du fait que nos ancêtres avaient dû faire preuve d'ingéniosité pour survivre en plein désert. Essayons de nous mettre à leur place pendant 1 minute. Imagine que tu sois un chasseur-cueilleur nomade vivant dans une région aride. Tu passes tes journées à te protéger tant bien que mal du soleil brûlant, en essayant de compter tous les grains de sable qui t'entourent. Mais tu as aussi besoin de manger et de boire de l'eau. Mais comment trouver de l'eau dans le désert?
Bien sûr, tu peux peut-être espérer tomber sur une oasis toutes les semaines environ. Mais cela semble un pari risqué, n'est-ce pas? C'est pourquoi les habitants d'Afrique du Nord ont inventé ces fameuses fogaras. Les fogaras sont un système d'irrigation vieux d'environ 3000 ans. Les habitants de la région creusaient alors des puits dans les zones élevées. Des fosses suffisamment profondes pour puiser dans les eaux souterraines. Ensuite, ils n'avaient plus qu'à creuser des puits en parallèle à des distances régulières. De cette façon, l'eau s'écoulait du puits principal vers tous les puits successifs et irriguait des zones entières. Les voyageurs pouvaient s'arrêter au puits pour se désaltérer. Ils pouvaient également y abreuver leur bétail et produire des cultures. Plutôt astucieux, non? Toutefois, même si ces trous ressemblent à des fogaras, quelques recherches démontreront que ce n'était pas le cas. En effet, de pareils puits étaient construits en ligne et non en cercle comme ceux que nous voyons à présent. Cela a donc éventuellement un rapport avec la deuxième option? Peut-être ces trous dans le désert sont-ils liés à l'activité pétrolière de la région? Examinons-les de plus près. Sur Google Earth, ils ne semblent pas bien grands, mais dans la réalité, ce sont d'énormes cratères. Le secret de leur nature se cache sous les sables. Si tu étais l'un des chercheurs à l'origine de cette découverte, tu aurais trouvé quelque chose d'unique enfoui sous le désert. D'anciens bâtons de dynamite et de vieilles boîtes de sardines. En rassemblant les pièces du puzzle, les archéologues se sont rendus compte que CS Conserve était d'un modèle des années 50 et 60. Il semble que des équipes entières de cette décennie y aient campé pendant qu'elles prospectèrent la zone en quête de pétrole. Et la dynamite? Elle était employée pour la prospection sismique, une technique ancienne, utilisée pour déterminer s'il y a du pétrole ou du gaz sous la surface de la Terre. Toujours en Afrique du Nord, existe un autre mystère du désert qui mérite que l'on se penche dessus. Près de la ville de Tiaré, au sud-ouest d'Alger, se trouvent 13 curieux monuments. Ces structures sont appelées Djedar. Et oui, difficile de s'empêcher d'y voir une référence à Star Wars. Elles ont une forme pyramidale et, d'après ce que les chercheurs en savent, elles servaient d'ultime demeure aux souverains de la région. Peux-tu deviner de quel peuple il s'agit? Ce sont vraisemblablement les Berbères. Et puisque nous parlons de choses anciennes, ces Djedar ont probablement été construits entre le 4e et le 7e siècle de notre ère. Lorsque les archéologues ont entrepris d'explorer l'intérieur de ces monuments, ils se sont rendus compte de leur immensité. Ils y ont découvert de grandes voûtes souterraines, des alcôves et des couloirs semblables à des labyrinthes, qui donnaient accès à plus de 20 chambres différentes. Il faudrait jusqu'à 2 heures pour s'y promener de long en large. Et apparemment, nos ancêtres ont également utilisé ces murs pour représenter des animaux et des scènes de chasse. Il n'y a cependant aucune preuve absolue de l'usage que l'on faisait de ces Djedar, hormis leur fonction funéraire. En attendant, je suis sûr que les déserts de notre monde regorgent de bien d'autres mystères qu'il nous appartient encore de découvrir. On se reverra donc une prochaine fois pour continuer nos explorations. Aussi loin que l'on se souvienne, les gens ont bien tenté d'inventer des histoires au sujet d'humains, à l'allure bizarre. Ce qui est encore plus étrange, c'est qu'au fil des ans, des gens ont même prétendu détenir des preuves de l'existence de ces mythiques humanoïdes. C'est le cas des Gorgades, une tribu qui vivait sur des îles proches de la côte atlantique de l'Afrique. La première mention de ce peuple dans la littérature remonte au 1er siècle. On ne dit pas grand-chose des hommes de la tribu, mais les femmes, elles, étaient vraiment spéciales. On prétend qu'elles avaient des poils sur tout le corps. Aujourd'hui, les scientifiques sont presque certains que les gens ont pu confondre des singes avec ces humanoïdes. Un général carthaginois a affirmé avoir débarqué sur ces îles à l'époque et a décrit ces hommes comme étant des coureurs très rapides. Cela soutient l'idée que ces témoignages se rapporteraient à des primates et non des hommes. Il est normal de penser que des singes se seraient enfuis après avoir vu des hommes pour la première fois, n'est-ce pas? La localisation des Gorgades et de leurs îles d'origine est incertaine et a été décrite de différentes manières par les écrivains au fil du temps. Pline l'Ancien, un érudit romain du 1er siècle, a parlé d'une autre tribu étrange. Ce peuple était celui des Astomies. Semblables aux Gorgades, ils étaient réputés très poilus et vivaient dans le delta supérieur du Gange, près de l'actuelle frontière nord de l'Inde. Ce n'est pas tant leur apparence qui les rendait singuliers. Pline a écrit que ces créatures ne mangeaient ni ne buvaient pas du tout. Non pas parce qu'elles ne le voulaient pas, mais parce qu'elles n'avaient pas de bouche. Elles se nourrissaient en reniflant l'odeur des plantes et des pommes. Une forte odeur pouvait également s'avérer très dangereuse pour elles. Quant à leur corpulence, on dit qu'elles étaient sveltes et graciles.
principalement parce qu'elles ne consommaient pas de nourriture. Il est difficile de croire que ces gens aient existé à un moment donné. Pourtant, des faits historiques pourraient venir étayer ce mystérieux comportement de reniflage. Certains spécialistes pensent que les tribus situées près des montagnes de l'Himalaya apportaient des fruits et des légumes parfumés lors de leur voyage. En effet, le fait de renifler quelque chose d'agréable peut aider à lutter contre le mal de l'altitude. Autrefois, les voyageurs pensaient que les nausées étaient causées par un mauvais vent et essayaient d'y faire face en sentant des oignons, des pommes séchées, des abricots ou de l'ail. Pline l'Ancien semble s'être beaucoup amusé à écrire au sujet d'étranges espèces d'apparence humanoïde. Dans ses écrits, il mentionne également une tribu de personnes sans tête, avec le visage dans la poitrine. Ils étaient également très populaires dans les contes médiévaux et connus sous le nom d'acéphales. Ils auraient vécu dans les régions montagneuses et boisées d'Afrique du Nord, entourés de bêtes sauvages telles que les lions de l'Atlas, les éléphants et autres vipères. Hérodote, écrivain grec du VIe siècle avant notre ère, mentionne également ce peuple dans ses récits. Mais comme il est connu à la fois comme le père de l'histoire et le père des bobards, je n'adhérerais pas si vite à ces fables si j'étais toi. Comme beaucoup d'autres mythes entourant des créatures mythiques, il y a une part de vérité dans ces descriptions. Les personnes qui voyagent dans le désert, comme les Touaregs, portent traditionnellement des vêtements qui les couvrent entièrement, avec des espaces dans le tissu réservés à leurs yeux et à leur nez. Cette tradition les protège de la chaleur et du sable pendant leur traversée du désert. Il n'est donc pas étonnant que ces vêtements aient pu laisser croire aux auteurs de l'Antiquité que ces gens n'avaient pas de tête. Le groupe mythique suivant était aux gens ce que les bassets sont aux chiens, non pas parce qu'ils avaient un très bon odorat ou parce qu'ils ronflaient sur le canapé toute la journée, mais parce qu'ils avaient des oreilles si longues qu'ils pouvaient s'en couvrir tout le corps pendant la nuit. On les surnommait les Panothéens, et on disait qu'il s'agissait d'une tribu de géants venus d'îles mystérieuses et froides. Ils dormaient recroquevillés dans leurs grandes oreilles, et certains disaient qu'elles pouvaient même les aider à voler. Et puis, il y a ces étranges histoires de monopodes. Tu as peut-être déjà deviné à quoi ils ressemblent. Les monopodes étaient des créatures de la mythologie antique qui n'avaient qu'un seul gros pied. Le mot « monopode » signifie d'ailleurs « un seul pied » en grec. On les appelait aussi les sciapodes, ce qui signifie « ombre-pied ». En effet, selon certains récits, ces personnes avaient des pieds si grands qu'elles pouvaient s'en servir comme d'une ombrelle pour se cacher du soleil. Ils se couchaient simplement sur le dos, l'épée dans l'air, au cas où ils seraient accablés par la chaleur torride. Peu importe les brûlures. Os Pirates, ils sont été mentionnés pour la première fois dans une pièce de théâtre en 414 avant notre ère. D'autres voyageurs ont laissé des récits relatant leurs rencontres avec des monopodes en Inde, et ils décrivent ces personnes comme n'ayant qu'une seule jambe, mais une jambe avec laquelle ils pouvaient facilement sautiller pour se déplacer. Aucune liste d'étranges créatures à l'apparence humaine ne serait complète sans les sirènes. Elles sont décrites comme des créatures mythiques qui vivraient dans les mers et sont généralement représentées comme ayant le buste d'une femme et une queue de poisson en dessous de la table. Selon les cultures, la sirène représente soit la vie et la fertilité, soit la danger et la ruine. La plus ancienne légende des sirènes connue remontait au premier millénaire avant notre ère. Dans cette histoire, la déesse Derceto désirait vivre sous les eaux, mais ses pères ne lui permirent pas de renoncer à ses beaux traits. Ils optèrent donc pour cette apparence mi-humaine, mi-aquatique. On trouve également des contes populaires parlant de sirènes au commencement de la Grande-Bretagne, mais sans illustration. Dans les contes de marins, les sirènes peuvent symboliser à la fois la chance et le désastre. Comme les marins passaient beaucoup de temps en mer et qu'ils n'avaient parfois rien à faire, il n'est pas étonnant qu'ils aient commencé à croire en des figures qui contrôlaient les intempéries. Les sirènes étaient considérées comme à la fois attirantes et dangereuses, comme la mer elle-même, reflétant la nature imprévisible et palpitante des eaux. Nous n'avons aucune preuve de l'existence des sirènes aujourd'hui, mais certaines personnes ont fait de leur mieux pour fabriquer de fausses preuves au fil des ans. As-tu déjà entendu parler de la sirène des Fidji ? Il s'agit d'une créature inventée par le forain américain P.T. Barnum dans les années 1840. Présentée à New York, Boston et Londres, elle a captivé l'attention du public.
Elle n'était pas la seule de son espèce, et ce qui est étrange, c'est que ces fausses sirènes n'étaient même pas si jolies. Certaines d'entre elles étaient grimées en attachant des queues sombres de poissons à des os de singes. La République dominicaine possède sa propre créature mythique mystérieuse, ressemblant à un être humain. Cette légende évoque une femme qui vivrait dans les bois. Elle est décrite comme ayant de longs cheveux noirs. Mais le hic, c'est qu'on prétend qu'elle aurait les pieds en arrière. Bien qu'elle soit de petite taille, ses traits seraient extrêmement délicats, en particulier ses yeux. On la surnomme la Ciguapa. On pense qu'il s'agirait d'une créature nocturne et qu'il serait impossible de la pister à partir de ses empreintes, en raison de la position particulière de ses pieds. On pense aussi que pour l'apercevoir, il faudrait partir à sa recherche la nuit, mais seulement lors de la pleine lune. Ah, il y a toujours un arnaque. Et tout auras bien besoin d'un chien pour t'aider. Son histoire connaît de nombreuses variantes. D'autres contes parlent d'une créature timide qui s'enfuirait à la simple voix des gens. On sait qu'elle dort dans les arbres, et se nourrit de poissons et de fruits. C'est surtout dans la mythologie nordique que l'on entend parler de nains. Dans de nombreux contes d'Europe du Nord, les nains sont décrits comme étant physiquement plus petits que la plupart des gens, mais aussi comme les meilleurs des forgerons. Ils étaient chargés de fabriquer de robustes outils, qui auront aidé de nombreux héros dans leur quête. Certains nains possédaient également des capacités de métamorphose. Ils prenaient fréquemment l'apparence d'objets inanimés, tels que des aiguilles, ainsi que de créatures, comme des poissons et des loutres. Ces histoires de nains peuvent également être étayées par quelques faits historiques. À l'âge du bronze, les mineurs du sud de l'Europe ont peu à peu épuisé leurs réserves d'étain, un matériau nécessaire à la fabrication du bronze. En quête de nouveaux approvisionnements, ils se sont déplacés vers le nord-ouest, où l'on en trouvait davantage. Ces mineurs étaient plus petits que la plupart des Européens du Nord, et avec la peau plus foncée, les cheveux et la barbe plus touffus. Pour couronner le tout, ils avaient une bien meilleure connaissance des métaux et de la manière de les extraire et de s'en servir pour concevoir les outils nécessaires. Il n'est donc pas étonnant qu'ils aient impressionné leurs hôtes, au point qu'ils aient cru que ces mineurs étaient doués de pouvoirs surnaturels. On a tous eu peur du noir à un moment de notre vie. Pas vrai? Te rappelles-tu te faire border par l'un de tes parents après qu'il t'ait lu un conte de fées effrayant avec des monstres, des dragons ou même des dinosaures? Quand ils étaient sur le point d'éteindre la lumière et de sortir silencieusement de ta chambre, tu t'en souvenais. Et s'il y avait quelque chose de caché sous ton lit? Ou pire, si une créature effrayante était cachée dans le placard? Tu pouvais te lever et vérifier, mais il faisait bien trop sombre. Ne serait-il pas formidable d'avoir une source de lumière qui viendrait de l'intérieur de notre corps et qu'on pourrait utiliser à volonté dans le noir? Malheureusement, nous ne sommes pas capables de faire ça. Mais il existe plusieurs créatures qui peuvent s'éclairer elles-mêmes. C'est grâce à un petit truc que les scientifiques appellent la bioluminescence. Les animaux vivant dans la mer ont plus souvent tendance à avoir ce talent que les autres. Et on peut trouver ces créatures n'importe où, près de la surface ou au fond des océans, à 4000 mètres de profondeur si tu aimes les chiffres. Ces créatures utilisent leur lumière pour faire de nombreuses choses, comme communiquer avec les autres membres de leur espèce, attirer des proies ou effrayer leurs ennemis. La bioluminescence est la capacité d'un organisme à émettre sa propre lumière grâce à la chimie. Ces animaux utilisent essentiellement deux substances, l'une appelée luciférine et l'autre luciférase. Ajoute un peu d'oxygène et boum, ça fait de la lumière. Si tu te demandes si quelqu'un a jeté un bâton lumineux dans l'océan, regarde si cette lumière est bleue, verte ou même rouge. Elle est même généralement répartie sur une grande surface ressemblant parfois à des paillettes ou à un ciel étoilé. Cette atmosphère romantique est due aux calmars, aux petits crustacés et aux algues. J'ai un autre phénomène inhabituel pour toi. Que dirais-tu d'une chute d'eau dorée? Sérieux, ça existe vraiment, et c'est un phénomène naturel. Pour la voir, il faut aller au parc national de Yosemite, à Horsetail Fall. Assure-toi de planifier ton voyage en hiver ou au début du printemps, car c'est le seul moment de l'année où tu pourras voir cet impressionnant phénomène. Il n'y a pas besoin d'explications scientifiques. Ce n'est rien d'autre que la lumière du soleil, au crépuscule,
qui illumine la chute d'eau de telle manière qu'elle prend l'apparence d'une rivière de lave. Ou d'or, à toi de voir. C'est la raison pour laquelle, à cette époque de l'année, cette chute d'eau est également appelée la chute de feu. Malheureusement, ce phénomène devient de moins en moins visible avec les années, principalement à cause de la sécheresse et d'autres problèmes liés à la fonte des neiges. Donc si tu t'y rends, garde toujours un œil sur la cascade, car l'effet est très bref. As-tu déjà entendu parler d'un orage sale ? C'est ce qu'on appelle aussi la foudre volcanique. Apparemment, les spécialistes qui étudient ce phénomène n'ont pas encore bien cerné de quoi il s'agit. Lorsqu'un orage ordinaire se produit, des particules de charge positives et négatives entrent en collision, créant une étincelle géante que nous appelons éclair. Cela produit aussi beaucoup de bruit, le tonnerre. Mais quand un volcan entre en éruption, certaines particules de cendres volcaniques se chargent électriquement. Étant projetées dans les airs avec une force énorme, elles entrent en collision et provoquent des décharges électriques. Ceci donne l'impression qu'il y a des éclairs provenant du volcan lui-même. Imagine toutes ces cendres, ces gaz et cette fumée sortant du cratère et ajoute-y des éclairs. L'ensemble est vraiment spectaculaire. Maintenant, que penses-tu de nuages qui ressemblent à des vagues ? On les appelle asperitas. Ils sont généralement assez proches du sol, contrairement aux nuages habituels. Leur nom vient du latin aspero, qui se traduit par rêche ou inégal. En de rares occasions, on peut voir de tels nuages par temps calme. Ils sont surtout associés aux orages. Ces nuages apparaissent lorsque les conditions atmosphériques sont instables et étonnamment, ils ne produisent pas de pluie. Même s'ils ressemblent à des nuages d'orage, ils créent également des motifs aléatoires, trompant nos yeux en leur faisant croire que nous regardons la surface de la mer depuis le fond de l'eau. D'autres nuages impressionnants sont les mammatus. Ce qui les rend si particuliers, c'est une série de renflements émergeant de la base de chaque nuage. Quand ces nuages atteignent un niveau de l'atmosphère où la direction du vent change, ils forment ces motifs ressemblant à des vagues dans le ciel. L'Australie est l'endroit idéal si tu aimes le surf. Mais toutes les vagues que tu verras là-bas ne sont pas faites d'eau. Près d'une ville appelée Hayden, il y a une mystérieuse vague faite de roches. Cette formation granitique remonterait à 2,63 milliards d'années. C'est bien avant que les dinosaures ne commencent à fouler notre planète. D'une hauteur de 15 mètres et d'une largeur de 110 mètres, cette vague s'est formée à la suite de deux processus. La météorisation et l'érosion. Des sédiments plus mous se trouvaient à la base de Wave Rock ont été altérés par les eaux souterraines. Les vents et les pluies ont fait le reste du travail, provoquant l'érosion du reste de la formation. Ces rayures rouges, jaunes et grises sont constituées d'hydroxyde de fer, de carbonate et d'autres composés chimiques qui ont été emportés par la pluie. Maintenant que tu es en Australie, il y a un autre endroit qui semble irréel, mais il faudra le survoler si tu veux obtenir la meilleure photo. Dans la partie occidentale du pays, entourée de forêts vertes, se trouve une série de lacs. Ils sont tous d'une stupéfiante couleur rose vif. Le plus célèbre d'entre eux est le lac Hillier. Un réservoir d'eau de 600 mètres de long, il est entouré de sable et d'une forêt d'eucalyptus. Cela fait encore plus ressortir sa teinte cartoonesque. L'une des nombreuses théories expliquant la couleur de ces lacs mystérieux est liée aux algues. Ces dernières semblent comporter des taux élevés d'une substance appelée bêta-carotène qui contient un pigment rouge-orange. Une autre explication implique des halobactéries, des micro-organismes qui ont parfois une couleur rouge. Des fois que tu n'aimes pas voler, ces lacs sont également parfaits pour s'y baigner. Ils ne sont pas toxiques même s'ils contiennent beaucoup de sel. Cela signifie que tu peux y flotter facilement et l'eau n'abîmera pas ton maillot de bain. En hiver, dans le nord du Canada, un phénomène étrange se produit au lac Abraham, dans l'Alberta. Sous la surface gelée, on peut apercevoir des formes bizarres ressemblant à des méduses congelées. Ce n'est absolument pas le cas, car ces formations effrayantes ne sont que des bulles de méthane gelées. Ce sont des poches de gaz qui ont été piégées sous l'eau après que le lac est gelé.
Elles apparaissent lorsque des feuilles et de l'herbe tombent dans l'eau et que des bactéries se dégradent. Ce processus les transforme en méthane. Ce phénomène est aussi beau qu'il est dangereux, car ces poches de méthane peuvent facilement s'enflammer. Quand les températures remontent au printemps, la glace fond et ces bulles commencent à éclater et à pétiller. C'est très spectaculaire à observer. Imagine un lac de soda. Rappelle-toi simplement de ne pas apporter la moindre source de feu. Cela peut être dangereux pour les visiteurs. On peut observer ce type de lac dans tout le parc national de Banff, au Canada. La nature a souvent tendance à faire sa propre musique. Il suffit d'écouter le son des grillons la nuit ou le bruit apaisant d'une chute d'eau. Mais dans le comté de Bucks, en Pennsylvanie, un étrange phénomène géologique porte les vocalises de la nature à un tout autre niveau. Ces rochers s'appellent les Ringing Rocks. Et les scientifiques ne peuvent toujours pas expliquer leur comportement inhabituel. Si on frappe ces pierres avec un objet lourd, comme un marteau ou une autre pierre, elles émettent un tintement comme si elles étaient creuses. Mais elles ne le sont pas du tout. Ce qui rend les Ringing Rocks encore plus étranges, outre le son mystérieux qu'ils émettent, c'est qu'aucun animal ne veut s'y attarder, même si ces rochers sont entourés d'une épaisse forêt. Les scientifiques n'ont pas encore réussi à déceler la moindre activité animale dans la région. Ce qui est encore plus frappant, c'est que malgré tous les arbres qui les entourent, on ne trouve aucune feuille sur ces rochers. La raison pour laquelle ces rochers sont si peu attrayants pour les animaux et la végétation reste un mystère. Vous vous promenez dans la rue. Vous apercevez une boutique d'antiquités au l'aspect étrange et appelée « Les trésors intemporels de Monsieur Sympa ». Vous êtes curieux, alors vous y entrez. Vous regardez toutes ces choses bizarres. Soudain, un vieux rouleau de parchemin attire votre attention. C'est une carte du monde. Mais quelque chose ne va pas. Au lieu de montrer les pays tels que vous les connaissez, elle indique l'emplacement de civilisations mythiques perdues et de leur monde. Monsieur Sympa, le propriétaire de la boutique, arrive à vos côtés après avoir réalisé votre trouble. Cette carte ne vous permettra sûrement pas de retrouver ces lieux, mais je peux vous raconter les légendes qui les entourent si vous le souhaitez, déclare-t-il. Permettez-moi de commencer par l'Atlantide. Vous pourriez la connaître comme étant le royaume sous-marin d'Aquaman, mais en réalité, l'île fictive de l'Atlantide a été introduite pour la première fois dans 2 des œuvres de Platon. D'après lui, Atlantis était une civilisation hautement avancée et qui aurait existé environ 9000 ans avant son propre temps. Son histoire aurait été transmise par les poètes, philosophes et autres dramaturges. Platon a écrit au sujet de l'Atlantide et de ses habitants, afin d'illustrer une morale, et pour mettre en garde contre les dangers de l'arrogance ainsi que la chute inévitable de ceux qui cherchent à accumuler trop de pouvoir. Dans ces dialogues, Platon décrivait l'Atlantide comme un grand et puissant empire, craint et respecté dans toutes les parties du monde. Elle avait été fondée par des êtres qui étaient mi-humains et mi-divins, et elle est très rapidement devenue une puissance navale de premier ordre. L'île regorgeant d'or, d'argent et d'autres métaux précieux, cela a très certainement aidé leur cause. Mais en plus de cela, elle était également connue pour son architecture, à couper le souffle, et sa technologie à nul autre égale, ainsi que pour ses innombrables animaux rares et exotiques. Les Atlantes étaient fiers de leur prodigieux accomplissement et de la perfection atteinte par leur civilisation. Mais cet excès d'orgueil allait causer leur perte. Ils se pensaient tellement supérieurs qu'ils auraient pu prendre le contrôle de n'importe quelle nation. Cela les a amenés à conduire une série d'invasions. Ils ont ainsi conquis de nombreuses terres de la Méditerranée. Mais lorsque le moment est venu d'entrer dans Athènes, les Athéniens les ont repoussés avec une force extraordinaire, de sorte que les Atlantes ont finalement été défaits. Platon affirmait que les dieux se sont alors mis en colère contre les Atlantes en raison de leur méchanceté, de leur cupidité et de leur manque de morale, si bien qu'elles les ont punis en déclenchant des tremblements de terre qui ont fait sombrer l'Atlantide sous les flots. Bien que les premières traces écrites de l'Atlantide soient les œuvres de Platon, certaines personnes croient toujours que son histoire est basée sur des faits concrets et ont essayé d'identifier l'île de l'Atlantide sur la base de pays réels. Certains ont suggéré qu'elle aurait pu être située en Méditerranée, près des côtes espagnoles ou italiennes. D'autres encore pensaient qu'elle aurait pu se trouver dans les Caraïbes, au large de l'Amérique centrale ou de l'Amérique du Sud. Mais il n'existait aucune preuve tangible permettant d'étayer ces affirmations. Une théorie en particulier a semblé plus plausible que toutes les autres.
Située dans la mer Égée, l'île de Santorin était le foyer d'une culture minoenne très avancée. Cependant, en raison d'une énorme éruption volcanique, cette société avait été détruite il y a environ 3600 ans, provoquant la disparition soudaine de la civilisation minoenne. Ce similitude entre les Atlantes fictifs et les Minoens historiques ont fait de Santorin la parfaite candidate pour toutes ces spéculations. Pourtant, quelques incohérences majeures persistaient, comme le fait que le moment où Platon replace la destruction de l'Atlantide ne coïncide pas du tout avec celui de l'éruption de Santorin. Ainsi, l'Atlantide continue de n'être considérée comme rien de plus qu'une légende populaire dans le monde scientifique. Progressons maintenant sur la carte en direction du Septentrion, poursuit Monsieur Sympa. Selon la mythologie celtique bretonne, il existait autrefois une ville magnifique appelée Oise, également connue sous le nom de Caerhys, et qui surplombait la fameuse baie de Douarnenez en Bretagne. Elle aurait été la cité la plus prospère de tout l'Atlantique. Elle était surtout célèbre pour ses jardins somptueux et ses majestueux édifices. Et tous ses sujets y vivaient heureux et jouissaient du plus grand confort. Dahut, qui était la fille du roi Gradelon dans les légendes et la littérature bretonne, nourrissait un amour profond pour l'océan. Elle avait supplié son père de construire une ville au bord de la mer, et c'est ainsi que la ville d'Ys avait été fondée. Elle était bien loin de se douter qu'elle se rendrait responsable de la destruction du cadeau tant chéri que lui avait fait son père. Car voyez-vous, comme la ville était entourée par les flots, il fallait bien qu'elle soit protégée par une digue, flanquée de nombreuses écluses, et ses portes ne pouvaient être ouvertes qu'à marée basse. Et le seul à posséder les clés de ces portes n'était autre que le roi lui-même. Un jour, un beau chevalier vêtu de rouge parvint à la ville, mais ne put en franchir les portes. La princesse Dahut était tant éprise de lui qu'elle voulut le laisser entrer. Elle n'ignorait pas que son père était le gardien de l'unique clé de la ville. Alors elle se faufila dans sa chambre pour la lui dérober. Puis elle la confia à son beau chevalier, afin qu'il puisse pénétrer dans la cité et que tous deux puissent enfin naître ensemble. Cependant, le chevalier rouge s'avéra être le diable en personne, et il laissa intentionnellement la porte ouverte face à la mer déchaînée. Les vagues eurent tôt fait d'engloutir tout Caerhys. Le roi Gradlon parvint à s'échapper sur son cheval magique, mais pas sa fille. Elle fut transformée en une sirène maléfique, condamnée à attirer les marins vers leur perte. Aujourd'hui, si vous vous rendez à Quimper, en Bretagne, vous pouvez y trouver la statue du roi Gradlon chevauchant son destrier. Bien que la ville d'Ys ne soit qu'une légende, certains habitants de la côte bretonne racontent que les jours où les eaux sont calmes, vous pouvez encore entendre le carillon des cloches de la ville profondément sous la mer, si vous tendez l'oreille. Monsieur Sympa pointe ensuite l'océan Indien sur la carte et dit « Maintenant, avez-vous déjà entendu parler du continent perdu de Lémurie ?» Au milieu du XIXe siècle, quelques savants ont suggéré qu'il existait autrefois un continent dans l'océan Indien, quelque part près du sud de l'actuel Sri Lanka. Le premier à populariser cette théorie aura été l'avocat britannique et zoologiste Philip Lutley Sclater. Dans son article « Les mammifères de Madagascar », il a prétendu avoir retrouvé des fossiles de lémurs en Inde plutôt qu'en Afrique. Cependant, cette découverte était proprement bouleversante pour lui, eu égard au fait que la terre d'origine des lémurs, Madagascar, se trouvait beaucoup plus proche de l'Afrique. Il a donc avancé que tout cela n'était possible que si un continent plus grand avait un jour connecté les deux. Il a suggéré que ce continent avait dû finalement sombrer au fond de l'océan. Il l'a ensuite baptisé la Lémurie, et ainsi est née cette théorie. Les chercheurs qui ont succédé à Sclater ont poussé sa théorie un peu plus loin, en avançant que la Lémurie aurait aussi été le foyer d'une race éteinte d'humains, appelés les Lémuriens, lesquels avaient 4 bras et d'énormes corps, et étaient également les ancêtres des humains modernes, ainsi que des petits lémurs contemporains. Bien entendu, au fur et à mesure que de nouvelles découvertes scientifiques ont été faites sur la tectonique des plaques, l'évolution des espèces et l'étude de l'ADN, les théories concernant le continent fictif de Lémurie ont été réfutées. La dernière terre de légende sur notre carte est Agartha, annonce Monsieur Sympa. Prenant ses racines dans le mysticisme oriental, une légende raconte qu'il existerait un royaume répondant au nom d'Agartha et qui se trouverait profondément enfoui sous la surface de la Terre. C'est là que les 4 coins du monde seraient reliés par des chemins et des tunnels. On murmure qu'il existerait une entrée secrète vers Agartha, cachée dans le désert de Gobi,
et qu'elle aurait été construite par les Agarthiens eux-mêmes en utilisant une technologie si avancée qu'elle ne pourrait pas être détectée par nous autres, les gens de la surface. Selon certaines croyances, Agartha existerait pour contrebalancer l'énergie du monde du dessus. Alors que nous vivons dans un état de précipitation et d'émotions exacerbées, ce monde sous nos pieds en serait l'exact opposé. D'aucuns affirment même que ceux qui ont échappé à la destruction de l'Atlantide se seraient réfugiés ici pour continuer leur vie au cœur de la Terre. Et pourtant, d'autres pensent qu'il s'agirait en réalité d'une contrée grouillante de toutes sortes de monstres. Mais il n'y a pas lieu d'avoir peur, puisque la science moderne a prouvé que le noyau terrestre était tout sauf creux, mais plutôt une boule de fer solide surchauffée. Vous pouvez donc d'ores et déjà annuler vos projets de voyage vers le centre de la Terre. Merci, monsieur Sympa. Vous avez décidé de faire de la plongée sous-marine pour la première fois. L'eau est claire et le soleil illumine le fond marin. Vous prenez quelques selfies avec les poissons qui passent, quand soudain, l'océan devient sombre comme la nuit. Vous levez les yeux et... oh, mon Dieu, qu'est-ce que c'est que cet énorme animal? Ce n'est certainement pas un requin, pas plus qu'une baleine. Est-ce une tortue? Oui, mais n'ayez pas peur, elle ne va pas vous faire de mal. Si vous aviez vécu sur cette même terre il y a environ 72 millions d'années, alors peut-être que cela aurait pu vraiment vous arriver. Les scientifiques ont récemment découvert les fossiles d'une énorme tortue marine qui aurait pu atteindre jusqu'à 4 mètres de longueur. Si vous n'avez aucune idée de ce que cela représente, voyons quelques exemples. C'est la longueur moyenne d'un hippopotame, de 6 Golden Retrievers mis bout à bout, ou de 2 Michael Jordans empilés l'un sur l'autre. Le nom scientifique de cette tortue, la Leviathanochelissa enigmatica, est un hommage au monstre marin de légende connu sous le nom de Léviathan. Peut-être vous en souvenez-vous de vos cours de mythologie à l'école. Le Léviathan est censé être une créature mythique qui avalerait des navires entiers ou les marins considérés comme trop avides par la créature. Pouvez-vous imaginer être avalé par cette énorme tortue de mer? Moi, je passe mon tour. Les fossiles de cette gigantesque créature ont commencé à être excavés entre 2016 et 2021 dans le nord-est de l'Espagne. Le premier fossile a été localisé par un randonneur dans les Pyrénées espagnoles et il mesurait environ 20 cm de long. Le bassin de cette tortue mesurait à lui seul près de 90 cm. Il s'agirait très certainement de l'une des plus grosses tortues aujourd'hui, si elle ne s'était pas éteinte. Pour information, la plus grande tortue de mer vivante à l'heure actuelle peut atteindre jusqu'à 2 mètres de long, ce qui est déjà pas mal. Et maintenant, que diriez-vous d'un gigantesque scorpion préhistorique? Je parie que la plupart des gens ici ne sont pas de grands fans de ces créatures, d'autant qu'elles sont venimeuses. C'est pourquoi l'idée d'un scorpion aquatique mesurant près de 3 mètres de long pourrait être le cauchemar de certains. Disons simplement que s'ils n'avaient pas disparu il y a environ 400 millions d'années, les lacs et les rivières seraient des endroits beaucoup moins bucoliques pour les humains d'aujourd'hui. Ces gigantesques arachnides passèrent pour des prédateurs de premier ordre à leur époque, chassant tout, des poissons aux autres animaux, y compris de leur propre espèce. Aïe, j'ai la chair de poule rien que d'imaginer ces monstres. Devrions-nous remercier l'astéroïde qui a frappé notre planète dès maintenant ou plus tard dans la vidéo? Un autre animal préhistorique qui stupéfierait les humains s'il était encore vivant est le célèbre Megatherium, un paresseux de proportions gigantesques. On pense que cet énorme paresseux aurait pu atteindre jusqu'à 6 mètres de long, pour un poids de près de 300 kilos. Ces restes sont été retrouvés dans les forêts de las prairies d'Amérique du Sud. La créature avait pour habitude de se tenir sur ses deux pattes afin d'atteindre les feuilles des plus hautes branches. Ces paresseux géants avaient de longues griffes. Elles les aidaient à grimper aux arbres. Je dois bien admettre, je ne me pas très à l'aise en imaginant ces paresseux de la taille d'un éléphant grimper aux arbres. Oh, bien sûr, certains dinosaures feront partie de notre liste de créatures surdimensionnées. Mais avant cela, voici un fait amusant. Saviez-vous que certains dinosaures sont toujours vivants aujourd'hui? Les chercheurs ont déterminé que les oiseaux pouvaient être classés comme des théropodes. Des créatures redoutables telles que le tyrannosaure et le velociraptor appartenaient à ce groupe. Je suis sûr que vous avez entendu ces noms bien plus tôt si vous avez regardé Jurassic Park. Le vélociraptor est ce dinosaure effrayant qui s'introduit dans les cuisines
Eh bien, ils ont évolué, ont gagné quelques plumes, et se sont transformés en diverses espèces d'oiseaux que nous connaissons aujourd'hui. Cela signifie que n'importe quel oiseau, du dindon à la mésange, est un descendant direct des dinosaures. Maintenant, est-ce que le nom de Spinosaurus vous dit quelque chose? Vous pouvez admirer cet énorme dinosaure dans certains musées aujourd'hui, ses fossiles, je veux dire. Le Spinosaurus était l'un des plus grands prédateurs terrestres à avoir foulé la Terre, ou plutôt, à avoir foulé la Terre et ses eaux, car les chercheurs pensent que ce dino était semi-aquatique. Il se nourrissait principalement de viande, ce qui signifie que les humains seraient des proies naturelles s'ils vivaient encore aujourd'hui. Ce dinosaure carnivore a vécu il y a environ 90 à 100 millions d'années. Il mesurait environ 18 mètres de long, 4 mètres de haut et pesait jusqu'à 22 tonnes. Sa tête avait une taille comparable à celle d'environ 8 boules de bowling et avait la forme de la gueule d'un crocodile. En gros, le Spinosaurus était un grand éléphant d'Afrique avec une bouille de croco. Je plaisante, mais ça aurait l'air marrant, n'est-ce pas? Un dinosaure bien plus attrayant était celui-ci, le Patagotitan majorum. Il est considéré comme le plus grand dinosaure qui ait jamais vécu sur notre planète. Ce qui le rendait si grand, c'était son cou extrêmement long et sa queue démesurée. Vous ne voudriez pas vous tenir derrière cette créature, croyez-moi. Si elle décidait de faire un mouvement brusque avec sa queue, vous seriez catapulté au loin. Ce dinosaure a vécu il y a environ 100 millions d'années, et ses fossiles ont été découverts pour la première fois en Argentine autour de 2012. Il mesurait 36 mètres de la tête à la queue, ce qui fait qu'il était presque aussi grand qu'un terrain de football dans sa largeur. Et ai-je mentionné qu'il pesait presque autant qu'une navette spatiale? On parle quand même de 75 tonnes. S'il avait été carnivore, il aurait probablement été le plus grand des prédateurs. Mais ce gros bonhomme était un paisible herbivore, qui avait un cou si long qu'il pouvait mâchouiller les feuilles des arbres les plus hauts. Mignon, n'est-ce pas? Il nous faut aussi parler du Chastasaurus. Comme son nom le suggère, ce lézard peuplait autrefois la région du mont Shasta, en Californie. Même s'il s'agissait d'un reptile marin qui n'a probablement jamais mis les pieds sur la montagne elle-même. Ce dino mesurait en général 7 mètres de long, mais il existait une variété spécifique de cette espèce qui pouvait atteindre jusqu'à 21 mètres, soit la taille de la grande baleine bleue. Ce qui fait de lui le plus grand reptile marin à avoir jamais vécu. Un fait amusant à propos du Chastasaurus est que les scientifiques pensent qu'il n'avait pas de dents, ce qui signifie qu'il ne pouvait se nourrir que de proies à corps mou, comme les calamars, par exemple. Le prochain animal sur notre liste est justement la baleine bleue. Croyez-le ou non, le plus grand animal vivant sur Terre a en fait commencé petit. De nos jours, une baleine bleue adulte moyenne peut atteindre jusqu'à 30 mètres de long et peser jusqu'à 200 tonnes. C'est plus ou moins le poids de 40 éléphants réunis, ou de 30 tyrannosaures, ou de 250 personnes de taille moyenne. Les baleines bleues doivent consommer jusqu'à 500 millions de calories par jour pour alimenter ce corps. Bon, ce sont juste pour information. C'est l'équivalent de 30 000 Big Mac. Mais les baleines bleues n'ont pas toujours été aussi grandes. Elles ont en fait évolué à partir d'un mammifère à 4 pattes qui arpentait la Terre il y a environ 48 millions d'années. Leur ancêtre s'appelait Pachycetus et ne mesurait que 2 mètres de long. Voici un autre fait amusant. Pour pouvoir vivre dans l'eau comme elle le fait aujourd'hui, la baleine bleue a dû fournir un intense effort d'adaptation. La baleine bleue peut renouveler entre 80 et 90% de l'oxygène dans ses poumons à chaque fois qu'elle respire. En comparaison, un humain n'en renouvelle que jusqu'à 15%. Cela permet à ces créatures de plonger jusqu'à 1 heure entière et d'atteindre une profondeur stupéfiante de 100 mètres. Les éléphants étaient destinés à faire partie de cette liste. Les éléphants d'Afrique sont actuellement les plus grands animaux terrestres de notre planète. Ils peuvent atteindre environ 4 mètres de haut et peser jusqu'à 7 tonnes. C'est assez petit si on les compare à d'autres animaux qui ont autrefois vécu sur Terre, n'est-ce pas? Mais si on place un humain d'environ 1,80 m à côté d'un éléphant, on voit bien qu'il n'est pas si petit que ça. Les éléphants d'Afrique sont plus grands que leurs proches parents, les éléphants d'Asie, et ils ont une espérance de vie similaire à celle des humains, jusqu'à 70 ans.
Pokémon nous a peut-être tous fait un jour souhaiter que les salamandres soient de véritables dragons. Bien que ce ne soit pas le cas, elles peuvent quand même être fascinantes. Il existe une espèce géante de salamandre qui est connue pour être le plus grand amphibien vivant. Elles peuvent atteindre la taille d'un humain de taille moyenne, soit 1,80 m. Je doute que ce soit une rencontre sous-marine très agréable. Bienvenue à Rapa Nui, mieux connu sous le nom d'île de Pâques. C'est un point minuscule dans l'immensité de l'océan Pacifique, situé à 3500 km des côtes chiliennes. Cette île est surtout célèbre pour ses imposantes statues Moai. Ce lieu abrite également l'un des systèmes d'écriture les plus énigmatiques au monde, connu sous le nom de Rongorongo. Nous avons mis au jour 27 petites tablettes en bois portant ce script. Pendant des années, les historiens ont débattu de l'authenticité et de l'histoire de ces dernières. Et à présent, nous sommes peut-être sur le point de percer leur mystère. L'homme a posé le pied sur cette île pour la première fois au XIIe siècle. Pendant de nombreuses décennies, elle a été habitée par le peuple Rapa Nui, relativement isolé au cœur de l'océan Pacifique, jusqu'à l'irruption des Européens dans les années 1720. Avec eux sont arrivés une multitude de défis, réduisant drastiquement la population autochtone à une fraction de ce qu'elle était. Par la suite, au XIXe siècle, le missionnaire Eugène Hérault a visité l'île et y a déniché des tablettes en bois ornées de symboles complexes. Il les a décrites comme extraordinaires et affirmé qu'il y en avait des centaines disséminées sur toute l'île, présentes dans chaque demeure. Mais hélas, toutes n'ont pas survécu jusqu'à ce jour. Seules 27 d'entre elles ont été préservées. Certaines étaient érodées par le temps, brûlées ou autrement endommagées. Aujourd'hui, elles sont dispersées à travers le monde, exposées dans des musées et conservées dans des collections privées. Certains vestiges de cette langue ont été ramenés à Tahiti, puis en Europe, ne laissant rien sur l'île de Pâques elle-même. Les 4 tablettes sacrées ont terminé dans une congrégation catholique à Rome. Ce sont celles-là même qui ont participé à cette récente découverte. Depuis des années, les historiens se demandent si ce système d'écriture a été développé indépendamment par les habitants de l'île ou s'ils l'ont emprunté aux Européens. Pour élucider ce mystère, ils ont eu recours à la datation au carbone 14. Tous les matériaux organiques, tels que le bois, le charbon et autres, renferment une infime quantité d'une forme radioactive de carbone, appelée carbone 14. À la fin de leur vie, ils cessent d'absorber du carbone 14, et la quantité présente commence à se désintégrer avec le temps. En mesurant la quantité de carbone 14 restant dans un échantillon, nous pouvons estimer son âge. Cette méthode nous a permis de déterminer l'âge de nombreux fossiles et artefacts. C'est ainsi qu'on a étudié l'âge de certaines tablettes Rongorongo. 3 d'entre elles avaient été fabriquées à partir d'arbres cultivés au XVIIIe ou XIXe siècle, correspondant ainsi à l'arrivée des Européens. Cependant, l'une d'entre elles est antérieure à leur première visite sur l'île. 2 éléments suggèrent que le peuple Rapa Nui a lui-même créé le système d'écriture Rongorongo. Tout d'abord, il présente des caractéristiques distinctes des langues européennes. Son décodage s'avère une tâche ardue, avec plus de 400 glyphes uniques, aucun ne ressemblant à un système d'écriture connu. De nombreuses tentatives ont été entreprises pour en percer les secrets, sans succès jusqu'à présent. Deuxièmement, l'une des tablettes semble remonter au XVe siècle, avant l'arrivée des Européens. Cependant, la datation au radiocarbone ne nous renseigne que sur la période où le bois de la tablette a été coupé, et non sur la période où l'écriture a été gravée dessus. Et puisque nous n'avons qu'une seule tablette pour référence, nous ne disposons pas de suffisamment de preuves pour affirmer quoi que ce soit. D'un autre côté, pourquoi les habitants de l'île auraient-ils conservé du bois coupé pendant plus de 200 ans, juste pour l'attraper un beau jour et écrire dessus? Les anthropologues et les historiens suggèrent que la chose est plausible. La rareté des ressources aurait pu pousser les insulaires à recycler du bois flottant ancien, qui pourrait dater de plusieurs siècles avant l'apparition de l'écriture elle-même. Ce phénomène est connu en archéologie sous le nom de problème du vieux bois. De plus, la tablette semble très bien conservée. Elle a été entretenue pour la protéger des insectes qui endommagent le bois et de l'humidité. C'est pourquoi elle a survécu au fil des siècles. Quoi qu'il soit écrit dessus, il est probable que cela ait revêtu une grande importance pour le peuple Rapa Nui. Tout cela n'est que pure conjecture, mais les scientifiques demeurent prudemment optimistes. Ils envisagent la possibilité que le Rongorongo soit l'un des rares exemples d'invention indépendante de l'écriture, à l'instar de celle des Sumériens ou des Égyptiens. Mais nous avons besoin de plus de preuves. En langue Rapa Nui, Rogorogo se traduit par réciter ou déclamer.
Tout le monde ne pouvait pas écrire, seules quelques personnes triées sur le volet. Il est probable que seule l'élite de l'île de Pâques, principalement des hommes, ait possédé la connaissance de cette langue écrite. Après la colonisation, aucun d'eux n'a subsisté, et nous sommes maintenant confrontés à la tâche de déchiffrer ces inscriptions. Tout d'abord, les chercheurs ne parviennent pas à s'accorder sur la nature de ce système scriptural. Nous ne pouvons même pas confirmer s'il s'agit de leur langue d'origine. Et quand bien même, nous ignorons s'il s'agit d'une forme primitive d'écriture ou d'un système entièrement développé. Dans les années 90, un linguiste du nom de Stephen Roger Fisher pensait avoir décrypté la structure du rongo-rongo. Selon lui, ces tablettes traitaient de cosmogonie. Les cosmogonies sont récits qui exposent la genèse de l'univers ainsi que l'émergence des phénomènes naturels. Ils sont souvent enracinés dans les traditions et les cultures anciennes, telles que celles présentes en Polynésie orientale. Les tablettes pourraient potentiellement aborder des sujets tels que les origines du monde, la source de toute existence, et la formation des divers éléments de la nature, tels que les étoiles ou les montagnes. Cela expliquerait également pourquoi seule une élite instruite pouvait écrire. Fisher avançait que le rongo-rongo était une combinaison de systèmes logographiques et sémasiographiques, ce qui implique que certains symboles représentaient des mots parlés, tandis que d'autres dénotaient des idées ou des concepts. Toutefois, les déchiffrer serait extrêmement complexe et nécessiterait une compréhension approfondie du contexte, car ces symboles agissent davantage comme des indices que comme des expressions complètes. Cependant, d'autres linguistes ont contesté ces propositions, arguant qu'il existait des lacunes dans la manière dont il avait formulé sa théorie. Hélas, Fisher n'a pas été en mesure de corroborer son hypothèse. Il est possible que ces inscriptions ne soient que des dessins. Lorsque nous examinons les tablettes, certaines figures semblent familières, des êtres humains, des animaux, des plantes et des formes géométriques. On reconnaît des oiseaux, l'un d'eux ressemblant à une frégate, une espèce associée au dieu Mekmek par les habitants de Rapa Nui. Il y a aussi des poissons, des mille-pattes, ou du moins ces glyphes leur ressemblent. Se pourrait-il que ces inscriptions ne soient que de l'art ou une forme de décoration? Peut-être, mais il y a quelques problèmes. Les glyphes exhibent un niveau élevé de complexité et de structure. De plus, ils conservent un style cohérent. Par exemple, plusieurs symboles dépeignent ce qui semble être un humain avec une main levée, la seule variation étant les différentes têtes représentées. Comme si ce n'était pas assez compliqué, ce style d'écriture singulier utilise également un système appelé boustrophédon inversé. Cela signifie que chaque ligne alternée est inversée, créant un motif à nul autre pareil. Nous ignorons pourquoi ils opteraient pour cette pratique consistant à retourner la tablette après chaque ligne. Tout cela suggère qu'ils avaient mis en place un système et une organisation derrière ces symboles. De plus, il semble qu'ils utilisaient ces tablettes quotidiennement à des fins pratiques. Mais il y a de l'espoir pour l'avenir. Les progrès technologiques récents, tels que l'IA et d'autres programmes informatiques, pourraient assister notre compréhension des langues anciennes. Nous avons déjà entrepris le développement d'algorithmes qui pourraient nous aider à percer d'autres mystères, comme celui du manuscrit de Voynich. Des universitaires ont même organisé le Vesuvius Challenge, un concours d'apprentissage automatique qui, en 2023, a résolu l'énigme des anciens rouleaux d'Herculanum. Ces rouleaux avaient été ensevelis sous la boue volcanique après l'éruption du mont Vésuve en 79 après JC. En raison de leur extrême fragilité, le déchiffrement de ces rouleaux aurait été une tâche ardue. Mais grâce à la numérisation et à l'apprentissage automatique, cette entreprise est devenue beaucoup plus accessible. Ces rouleaux possèdent une riche histoire. Ils appartenaient probablement à la bibliothèque personnelle d'un philosophe épicurien nommé Philodème. Ils renferment des informations d'une grande valeur sur la philosophie grecque et la littérature latine. Si nous en déchiffrons davantage, nous en apprendrons davantage sur l'histoire foisonnante de l'Empire romain. Il existe des communautés entières de petits organismes inhabituels qui vivent dans les lagons en Patagonie. Et ils sont parmi les premières formes de vie jamais existantes. Personne ne les connaissait jusqu'à ce que deux scientifiques, Brian et Maria, aillent explorer certaines zones en Patagonie. La Patagonie occupe près de la moitié de l'Argentine, et peu de gens y vivent. Seulement quelques agriculteurs et éleveurs de moutons qui restent principalement près des rivières et cultivent des choses comme des pommes, des poires et de la luzerne. Il y a longtemps, c'était un endroit sauvage et lointain où vivaient des tribus indiennes. Par exemple, les Tehuelche. Mais cette fois, nous allons suivre les traces de formes de vie qui sont apparues bien avant les humains et regarder de plus près ces micro-organismes intéressants que Brian et Maria ont trouvés. Ces deux-là
ont dû conduire pendant 9 heures sur des routes difficiles pour atteindre leur destination. Ils ont séjourné dans un petit village. Seulement 35 personnes y vivent. Seas Jane dépendent d'une seule source car il ne pleut presque jamais là-bas. Lors de la dernière nuit dans le village, Brian a réalisé que les images satellites qu'il avait prises montraient un ensemble de lagunes, qui n'étaient qu'à 16 km de distance. Le lendemain, la petite équipe a sauté dans une voiture et a remonté la route aussi loin qu'ils le pouvaient, jusqu'à ce que cela devienne trop difficile à conduire. Ils ont continué à randonner le reste du chemin. C'était difficile, car ils devaient porter de l'eau pour faire face au soleil intense. À certains endroits, ils ont fini par s'enfoncer jusqu'aux genoux dans une bouillie de sel. Là-haut, il y avait 12 lagons aux eaux parfaitement claires. Le lieu lui-même ne offrait pas grand-chose à part de l'eau très acide et salée et un soleil direct et intense. Mais c'était un peu comme un voyage dans le temps, car ces conditions ressemblaient à ce à quoi la Terre ressemblait il y a de nombreuses années. Lorsque Brian a examiné les lagunes, il a été surpris de voir de nombreux micro-organismes inhabituels là-bas. Nous les appelons, et ils sont si petits que nous ne pouvons même pas les voir sans un microscope. Mais ils se rassemblent et forment de grandes communautés. Dans le passé, de nombreuses espèces inhabituelles vivaient de cette façon, par exemple les cyanobactéries. Elles étaient importantes à leur époque parce qu'elles produisaient de l'oxygène. La Terre, à ses débuts, n'avait pas beaucoup de ce gaz dans son atmosphère. Les premières stromatolites pourraient avoir été formées par différents types de bactéries qui ne produisirent pas nécessairement d'oxygène, mais vivirent simplement leur vie paisible là-bas. Elles formèrent des couches, s'empilant les unes sur les autres, afin qu'au moins certaines d'entre elles puissent recevoir un peu de lumière solaire. Elles utilisaient du sable et des liquides collants pour rester proches les unes des autres. Brian était également incroyablement surpris car c'était dans la tête les plus grands stromatolites vivants qu'il ait jamais vus. Les stromatolites vivants poussent généralement jusqu'à plus de 1 mètre de haut. Mais ceux qui venaient d'être découverts étaient de 5 mètres de large et quelques pieds de haut, ce qui est gigantesque comparé à ceux vivant dans d'autres endroits. Et les fossiles étaient encore plus grands. Il y a longtemps, ils pouvaient devenir plus grands qu'aujourd'hui parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'autres espèces qui pouvaient les manger ou leur nuire. De plus, il y a beaucoup d'autres organismes aujourd'hui qui peuvent se développer plus rapidement et de manière plus massive qu'eux et prendre leur place. C'est pourquoi les stromatolites ne peuvent survivre que dans de rares endroits où presque rien d'autre ne peut vivre. Comme dans ces lagunes très salées situées en haute altitude, plus de 3650 mètres, dans la puna de Atacama. Les stromatolites trouvés là-bas sont les plus célèbres, car ils pourraient être parmi les meilleurs exemples des premières formes de vie sur notre planète. Cependant, ils ne sont pas réellement la première forme de vie sur Terre. Les plus anciens de leurs fossiles ont 3,5 milliards d'années, alors que d'autres preuves que nous avons nous disent que la vie sur notre planète est apparue il y a environ 4,1 milliards d'années. Peut-être que certains stromatolites vivaient aussi à cette époque. Mais la Terre a beaucoup changé depuis lors, et les endroits où ils auraient pu vivre n'ont pas survécu. Tout cela peut ne pas sembler grand-chose à première vue, car personne n'a encore trouvé une bête exotique et étrange que notre monde n'a jamais vue auparavant. Mais ce sont des exemples notables de ce à quoi pourrait ressembler la recherche de vie ailleurs dans l'univers. Les scientifiques qui s'intéressent à l'étude de Mars viennent souvent dans cet endroit car il pourrait ressembler à ce à quoi la planète rouge ressemblait il y a très longtemps. Si des fossiles étaient cachés dans d'anciennes roches sur Mars, ils pourraient ressembler à ces stromatolites. Un autre pays lointain a révélé certains de ses secrets. C'est l'Antarctique avec un ancien monde perdu trouvé sous sa glace. L'Antarctique n'a pas toujours été cette terre isolée et glaciale de neige et de glace. Autrefois, elle faisait partie du supercontinent Gondwana, avec ce qui est maintenant l'Amérique du Sud, l'Afrique, l'Australie, la péninsule arabique et le sous-continent indien. Mais à un certain moment, elle s'est séparée et a commencé à construire une vie à part. Elle s'est formée lorsque d'autres masses terrestres ont commencé à se déplacer, ce qui a formé sa côte. Mais l'Antarctique était également différent à bien d'autres égards à cette époque. C'était une terre recouverte de magnifiques forêts et de rivières pleines de vie. Les scientifiques ont utilisé des radars et des satellites pour explorer un monde mystérieux caché sous la glace là-bas. Cette ancienne terre, qui est proche de l'océan Indien, est aussi grande que l'État américain du Maryland ou la Belgique. Elle a plus de 14 millions d'années. Certaines études disent que cette zone s'est formée il y a plus de 34 millions d'années, bien avant que l'Antarctique ne tombe dans son grand gel. Au début, les températures y étaient plus élevées.
Peut-être comme le temps en Patagonie ou les forêts pluviales tempérées froides de Tasmanie, Nouvelle-Zélande, ou peut-être même plus tropicales que cela. Mais alors que le climat devenait plus frais, de petits glaciers ont commencé à se former sur les collines près des rivières. Les vallées se sont enfoncées davantage à cause de toute cette glace qui les recouvrait. Et puis, les températures ont encore baissé. Et une énorme couche de glace a recouvert tout le continent, cachant ces anciens glaciers. Des rivières ont façonné ce monde perdu il y a longtemps, bien avant qu'ils ne finissent par être recouverts de glace presque 3,2 km d'épaisseur à certains endroits. Des études scientifiques de cette région ont montré que ces paysages étaient remplis de hautes terres et de montagnes. La glace qui s'était formée sur l'Antarctique a rendu toute la région très froide, de sorte que le paysage ne pouvait plus s'éroder. Cela signifie que tout est resté essentiellement le même et intact sous la glace pendant des millions et des millions d'années. Ce qui est intéressant, c'est que nous en savons moins sur cette terre cachée sous la glace que sur la surface de Mars. Une façon de l'explorer davantage serait de forer ces calottes glaciaires pour vérifier les échantillons de sédiments en dessous. Il pourrait nous en dire plus sur la flore et la faune ancienne congelées en dessous. Ce n'est pas une nouvelle méthode. Une méthode similaire a été utilisée pour collecter des échantillons de 2 millions d'années au Groenland. L'Australie a aussi son monde secret. Des organismes anciens ont été trouvés cachés dans des roches provenant du nord du continent et datant d'environ 1,6 milliard d'années. Ces choses microscopiques font partie d'une famille appelée eucaryotes. Les membres de cette famille qui existent aujourd'hui comprennent les plantes, les champignons, les animaux et même ces minuscules organismes à une seule cellule, tels que les amibes. Tous les êtres vivants avec des noyaux dans leurs cellules, y compris nous, peuvent retracer leur arbre généalogique jusqu'à l'un des plus anciens membres de cette famille. Celui-ci est appelé le dernier ancêtre commun eucaryote, et il a vécu il y a plus d'1,2 milliard d'années. Ces organismes anciens étaient plus complexes et plus grands que les bactéries. Peut-être étaient-ils les premiers prédateurs sur Terre, chassant les bactéries. À un moment donné de sa longue et très intéressante histoire, notre chère planète Terre était en train de roupiller tranquillement, faisant son petit bonhomme de chemin, tournant autour du Soleil. Et puis, bam! La vie commence à s'emballer. Les plantes et les animaux se mettent à se pavaner, dévoilant toute leur complexité. Un peu plus tard, il y a environ 65 millions d'années pour être exact, une catastrophe cosmique se produit. C'est du moins ce que nous supposons. Un astéroïde s'est probablement écrasé sur la Terre, anéantissant les dinosaures et un tas d'autres grands animaux. Nous n'avons pas beaucoup plus de détails sur l'astéroïde en question. Mais nous savons qu'il était extrêmement massif et qu'il s'est écrasé sur notre précieuse planète, créant un chaos poussiéreux qui s'est répandu partout. Aujourd'hui encore, on trouve des vestiges de cette couche de poussière dans les roches sédimentaires. Si tu creuses en dessous, tu y découvriras tout un tas de fossiles. Ces créatures préhistoriques menaient la grande vie avant que l'astéroïde ne vienne gâcher la fête. Imagine que la planète fasse le ménage, laissant un tas d'espaces vides qui n'attendent que d'être remplis. Et devine qui a profité de l'occasion ? Les mammifères pardis. Ces petites créatures à fourrure se sont faites connaître. Mais comment se fait-il que cette catastrophe ait été une si belle opportunité pour eux ? C'est assez simple, en fait. En l'absence de persécuteurs, ils ont grandi, se sont multipliés et ont vu leur population s'étendre. Toutes sortes de mammifères se sont joints à eux pour combler les vides. Primates, rongeurs, bref, toute la bande à fourrure. Nous parlons ici de mammifères placentaires, de marsupiaux et même de mammifères pondant des œufs, ce qui ajoute une sérieuse touche de variété au mélange. Nous aimons considérer les primates comme nos plus proches parents sur Terre. Quelle est leur histoire ? Il y a environ 63 millions d'années, quelques millions d'années après la dernière danse des dinosaures, les primates ont décidé qu'il était temps de se réunir en famille. Ils se sont divisés en deux groupes. Les haplorhiniens, qui sont devenus les petits et les grands singes que nous connaissons aujourd'hui, et les strepsirrhiniens, qui sont devenus les lémuriens et les aïe-aïe. La fête ne s'est pas arrêtée là. Il y a environ 58 millions d'années, les haplorhiniens ont entamé leur propre petite mission. Un invité spécial, le tarsier, a fait son entrée en scène. Avec ses grands yeux parfaits pour toutes sortes de manigances nocturnes. Le tarsier a choisi un chemin différent de celui de ses parents primates, embrassant sa niche unique et évoluant à l'écart. Aujourd'hui encore, le tarsier est le seul primate à se nourrir exclusivement de viande. Ces petits bonshommes ont un goût prononcé pour les insectes, les petits oiseaux, les rongeurs et même les lézards.
Mais ce n'est pas tout ce qui les rend uniques. Leurs yeux sont 2 fois plus grands que leur cerveau. Leur tête peut aussi effectuer une pirouette de 180 degrés, comme un hibou. Grâce à leurs caractéristiques, les tarsiers sont les véritables rois et reines de la nuit. Grâce à leur super pouvoir de repérage des ultrasons, ils peuvent détecter leur proie instantanément. De plus, leurs pattes et leurs pieds sont tels des ressorts, toujours prêts à les faire bondir. Ils possèdent un os spécial de la cheville, le tarse, qui leur permet d'effectuer des sauts de proportions épiques. D'où leur nom, si tu te posais la question. Mais laissons ces petites créatures se reposer et revenons à notre histoire. Il y a environ 55 millions d'années, la Terre a monté le thermostat, littéralement. Cette chaleur s'est avérée un peu trop difficile à supporter pour de nombreuses créatures et plantes des profondeurs de l'océan. Et elles ont tiré leur révérence. Mais chaque fin est toujours le commencement d'autre chose, n'est-ce pas? Les mammifères océaniques connus sous le nom de cétacés y ont vu leur chance et l'ont saisi. Ils se sont engouffrés dans 16 niches vides et se sont rendus maîtres des mers. Dans cette catégorie de créatures, on retrouve la baleine bleue et le dauphin. Un primate particulier a fait son apparition il y a environ 47 millions d'années. Les scientifiques appellent aujourd'hui affectueusement le fossile de cette créature Ida. Cette petite merveille a fait sensation, car elle a d'abord été présentée comme le chaînon manquant de l'évolution humaine. Mais voici la partie la plus hilarante. Il s'est avéré qu'Ida ne faisait pas partie des haplorhiniens à nez sec, mais plutôt des strepsirhiniens à nez humide. Il y a 40 millions d'années, un autre événement majeur s'est produit dans le monde des primates. Les singes du Nouveau Monde, nos lointains cousins, ont décidé d'emprunter un chemin différent et de se détacher de notre lignée de singes de l'Ancien Monde. Ils ont pris leurs affaires et sont partis à la conquête de l'Amérique du Sud, où ils vivent encore aujourd'hui. Quelle est la différence entre les deux, me diras-tu? Eh bien, un élément crucial les distingue. Les singes de l'Ancien Monde avaient les narines orientées vers le bas. Il y a environ 25 millions d'années, une autre bande de singes est entrée en scène. Ceux-ci avaient une particularité, ils n'avaient pas de queue. Ces créatures uniques allaient redevenir nos plus proches parents. Il s'agit des singes et des grands singes, des mecs cool qui partagent avec nous un grand nombre de similitudes génétiques. Le premier singe à s'être libéré de cette folie simiesque est le gibbon. Il y a environ 18 millions d'années que ce petit acrobate a fait son entrée sur scène. Quelques millions d'années plus tard, les grands singes se sont également joints à eux. Les orang-outans auront été les pionniers, s'aventurant dans les régions sauvages du sud de l'Asie. Nous nous rapprochons de plus en plus du présent. Il y a 7 millions d'années, les grands singes ont pris un tournant significatif sur la route de l'évolution. L'une des voies menait à nos ancêtres, les futurs Homo sapiens, tandis que l'autre conduirait aux chimpanzés et aux bonobos. Ces deux branches de primates sont restées soudées pendant quelques millions d'années avant de prendre des chemins différents. Il y a 5 ou 6 millions d'années, un singe a changé la donne. L'Ardipithèque a fait son entrée dans l'histoire de notre évolution. Il possédait un talent très particulier, la bipédie. En effet, il s'agissait là de l'un des premiers singes à marcher sur 2 pieds, ce qui a probablement suscité la plus grande circonspection de la part de 16 compagnons primates. Les véritables vedettes, cependant, sont arrivées il y a environ 4 millions d'années. C'est l'équipe des Australopithèques, les premiers membres de la sous-tribu des Hominina, notre tribu à nous. Qu'est-ce qui les rendait si spéciaux? Eh bien, probablement le fait qu'ils soient venus aussi bien équipés, d'outils en pierre, pour être précis. Il semble qu'à un moment donné de leur évolution, ces astucieux primates aient commencé à utiliser la pierre pour se faciliter la vie. Maintenant, voici un tournant crucial de notre l'histoire. Il y a environ 2 millions d'années, nos ancêtres ont été confrontés à une famine de grande ampleur. La survie du plus fort était alors le mot d'ordre, et 2 stratégies ont vu le jour. Le premier groupe a opté pour des mâchoires plus puissantes, ce qui lui a permis de mâcher des aliments coriaces comme les noix. Le second groupe a eu une toute autre idée. Il a opté pour des mâchoires plus faibles, mais des cerveaux plus gros. Il voulait avoir accès à une plus grande variété d'aliments. Évidemment, c'est le groupe au cerveau le plus développé qui l'a emporté. Et c'est là que notre équipe entre en jeu. Il y a environ 2,5 millions d'années, un type de primate surnommé l'homme habile a marqué l'histoire. Ces créatures intelligentes avaient un plus gros cerveau et savaient comment utiliser ces neurones à bon escient.
Puis, il y a environ 1,9 million d'années, une nouvelle étoile est apparue au firmament, l'Homo erectus. Ces créatures ne se contentèrent pas de marcher debout. Elles avaient aussi un cerveau presque 2 fois plus gros que celui de l'Homo habilis d'antan. Ils ont pris le monde par surprise, en devenant les premiers de nos ancêtres à s'aventurer hors du continent africain. Ils savaient même apprivoiser le feu. Il y a environ 700 000 ans, le monde a ensuite connu une révolution culinaire, lorsque les premières traces de cuisine sont apparues. Et il y a environ 500 000 ans, nos ancêtres ont décidé qu'il était temps de devenir esclaves de la mode en arborant les premières traces de vêtements. Notre propre espèce est née il y a seulement 300 000 ans. Je t'avais bien dit qu'on était à la traîne. Mais le monde n'a plus jamais été le même après l'apparition de l'Homo sapiens, l'homme moderne sur le plan anatomique. Aux côtés d'autres membres de notre famille, nous avons émergé, prêts à conquérir le monde avec nos esprits novateurs et nos sociétés complexes. Le cheminement exact de notre évolution reste un peu mystérieux. Mais ce dont nous sommes sûrs, c'est que les Néandertaliens se sont joints à la fête à un moment ou à un autre. L'essor de l'Homo sapiens s'est accompagné d'un développement des capacités linguistiques. Le langage moderne serait apparu presque en même temps que notre espèce. Nous avons commencé à nous exprimer, à partager des histoires et à façonner le monde avec nos mots. Et voilà le travail. Il aura fallu 13,8 milliards d'années d'histoire cosmique pour que les humains fassent leur entrée. Réfléchis-y. 99% du temps écoulé depuis le Big Bang, nous n'étions même pas là. Notre espèce, l'Homo sapiens, est la petite dernière de la famille Terre et n'existe que depuis une infime partie du temps alloué à l'univers. Pourtant, en un clin d'œil, nous avons réussi à démêler toute l'histoire qui nous a menés à notre propre existence. L'histoire ne s'arrêtera pas avec nous. C'est une saga en cours qui s'écrit à chaque instant.